Bonsoir. Alors moi, ce soir, je vais vous parler un petit peu de l'écosystème JavaScript du module au préprocessing. Juste pour avoir une idée, qui n'a jamais fait de JavaScript dans la salle? Ah, c'est bien, il y a au moins 3 personnes. Donc je vais tout d'abord commencer par me présenter. Moi, c'est Antoine Buchet, aka Soyuka en ligne. Je fais du JavaScript depuis longtemps, j'ai déjà oublié depuis combien de temps ça fait. J'ai commencé tout d'abord par faire du PHP, du HTML, site du zéro, tout ça. Sinon, maintenant, aujourd'hui, j'aime bien faire du Rust sur mon temps libre quand j'ai le temps. Je suis core contributeur API Platform depuis 2 ans, 2 ans et demi. J'ai été core contributeur de PM2, un module de process managing écrit en Node.js. Et je contribue sur GitHub depuis 2012. J'ai découvert ce réseau social et je trouvais ça super sympa. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire de l'open source. Et pour la petite histoire, au début, ce que je m'amusais à faire, c'est que j'allais sur des modules où il y avait du jQuery et je l'enlevais. Et je disais, voilà, c'est mieux sans jQuery. Aujourd'hui, je travaille pour l'Ethiel. Donc, c'est une société coopérative lilloise. euh, dont vous avez déjà probablement entendu parler. Donc, petite phase d'histoire pour commencer. En retour en 1990, on a eu le premier navigateur web qui s'appelait le World Wide Web, excusez-moi. Et 3 ans après, il y a ce navigateur Mosaic qui est sorti. On va en reparler. Et en 94, Netscape, dont vous connaissez probablement déjà l'existence. Alors, j'ai un petit souci. 1995. Qu'est-ce qui s'est passé en 1995? Du moins en France. Déjà, on a eu le retour de James Bond avec GoldenEye, fort attendu, franchement un franc succès. On a Bill Clinton qui nous a annoncé qu'effectivement l'Area 51 elle existait vraiment. On a élu Jacques Chirac en président de la République. Il y a Nintendo qui a fait son appel pour qui a fait un petit peu le coming out de la Nintendo 64 qui est sortie l'année d'après, en 96. Et on a forcément Windows 85 que peut-être certains d'entre vous ont connu. Et on a ce fameux Brendan Eich. Donc Brendan Eich, à l'époque, il travaillait pour Netscape. Et du coup, les gérants ont dit, ouais, on aimerait bien que tu crées un espèce de langage dans le navigateur. L'idée, c'était un peu d'implémenter Java dans le navigateur et tout. Donc voilà, il a pris 10 jours et il a codé un truc qui s'est appelé LiveScript. LiveScript est devenu, quand c'est sorti un petit peu après, c'est devenu JavaScript. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était Sun et Netscape qui bossaient ensemble, et du coup, en fait, vu que c'était un petit peu mettre en avant Java dans le navigateur, bah, ils ont appelé ça JavaScript. Donc, JavaScript était présent dans Netscape 2 en 96. Et en 97, il y a Internet Explorer qui décide de aussi avoir JavaScript dans son navigateur. Sauf que ils l'ont appelé JScript. Et c'est là qu'on a l'ECMAScript qui est intervenu, qui est l'European Association for Standardizing Information and Communication System. Donc eux, ils sont venus, ils ont dit hop, 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 on va un petit peu essayer de standardiser tout ça et de déterminer un peu finalement la RFC du langage JavaScript. Donc j'en parle maintenant parce que vous allez voir, ECMAScript, on en parle beaucoup et en fait les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Mais typiquement, c'est juste une association de gens qui sont là pour faire en sorte que JavaScript soit un peu normé. Du coup, 96, dites-vous qu'il y a le tag iframe qui est disponible dans nos navigateurs. Ouais, ça n'existait pas avant le machin. Et là, on va se placer fin 99-2000 pour parler d'Ajax. Donc là, c'est un petit état des lieux des choses qui sont arrivées après. Donc effectivement, 2009, ECMAScript 5 et Node.js, je reviendrai après dessus. Et 2018, maintenant on dit un petit peu ECMAScript 2018. Du coup, Ajax, c'était quoi? Asynchronous JavaScript and XML. Donc, c'était l'idée de, depuis le navigateur,
donc c'est dans les années 2000, de se dire, bah tiens, si on allait récupérer des données depuis notre client sans finalement le recharger, et ensuite on utilise ces données pour rafraîchir notre page. Ça, c'était top. Et ça se faisait comment? On utilisait cette petite fonction XML HTTP request. On lui donnait, voilà, je veux ouvrir cette donnée, et on envoyait notre request. Alors là, on peut noter que j'ai fait un petit test sur le window en ligne 3 pour savoir si XML HTTP request existait vraiment. Là, c'est un autre exemple où effectivement, on va plus loin. On récupère donc quand à un moment, il y avait un truc qui s'appelait onReady State Change. Ça voulait dire « Ah, j'ai reçu mon résultat ». Et on devait vérifier que l'état, c'était le numéro 4 qui était l'état fini. Et à ce moment-là, effectivement, on avait notre réponse. Donc, réponse là, j'ai utilisé response.xml. Qu'en fait, c'était déjà un DOM tout formé dans votre navigateur. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de parsing à faire, etc. Un peu après, en 2000, JSON commence à faire son apparition. JSON, c'est quoi? JSON, si vous voulez. JavaScript Object Notation. Donc là, c'était un petit peu de dire, ouais, mais en fait, XML, c'est super lourd à charger. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite alternative pour effectivement faire les choses un peu plus facilement, avoir des trucs un peu plus lisibles? Et dites-vous que finalement, cette alternative au XML est arrivée dans le domaine public, j'ai envie de dire, parce que Yahoo a exposé du JSON dans ses API à partir de 2005. Et effectivement, à ce moment-là, quand on avait du JSON, on pouvait désormais utiliser cette fonction JSON parse de la réponse textuelle qu'on avait reçue avant. Donc là, on a la même fonction que j'ai utilisée tout à l'heure pour du XML, mais avec du JSON. jQuery. Belle histoire d'amour. Est-ce que vous connaissez jQuery? Oui. Alors, jQuery, sa première version, effectivement, c'était le 26 août 2006. Et aujourd'hui, on en est à la version 3.3.1 et la dernière version est sortie le 19 janvier 2018. Donc c'est toujours un petit peu d'actualité. Alors pourquoi jQuery? Parce qu'effectivement, en fait, jQuery, leur principe, c'était de donner une espèce de boîte à outils qui nous permettait de faire les choses un peu plus facilement. Donc notamment l'appel Ajax de tout à l'heure, on l'a là façon jQuery. Donc un peu plus lisible, un peu plus simple à utiliser. Alors avant d'aller plus loin, je vais juste faire un petit rappel sur les types en JavaScript. En JavaScript, il y a les types suivants: nombre, chaîne de caractères, booléen, objet, undefined et nul. Celui qui me dit une classe, qui a des classes, ça ne va pas aller du tout. En JavaScript, il n'y a pas de classe. Ça fonctionne juste sur un principe d'héritage de prototype, c'est-à-dire qu'un objet va avoir un objet, va avoir un objet, va avoir un objet. D'accord? Et dans le type des objets, on a effectivement les fonctions, les tableaux, les dates, les expressions régulières. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'effectivement, en JavaScript, ça permettait de faire des choses comme ça. Vu que finalement la fonction est un objet, on peut la passer en argument et l'appeler dans une fonction. Et donc, typiquement, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc avec mon Ajax de tout à l'heure, on pouvait lui dire, voilà, request fini, et j'appelle cette fonction, qu'on appelle communément un callback. Pareil, là maintenant j'ai choisi de ne pas utiliser ma fonction dans une variable, mais tout simplement de la passer directement en argument. Et ça, c'est une notation que vous pouvez aujourd'hui retrouver en JavaScript. Et on ne se dit pas forcément, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et pourquoi jQuery en fait? Pourquoi jQuery? Parce que tout simplement, vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai mis un window XML HTTP request où je regardais si effectivement cette fonction était disponible dans mon navigateur. C'est là où jQuery a été très très bien à l'époque, c'est qu'en fait, il nous permettait, avec un seul et même code, d'être compatible avec tous les navigateurs. Je vais parler essentiellement de Netscape Mozilla aujourd'hui, mais sachez qu'il y a eu Internet Explorer, il y a eu Opera, il y a eu Safari, il y en a énormément. Et par exemple, là, sur Internet Explorer, voici comment on devait attacher un événement sur un bouton. Donc typiquement, on utilisait la fonction attachEvent. J'ai mis Vanilla.js, mais on va dire que c'est les autres. Effectivement, la fonction, c'était addEventListener. Et en jQuery, tout simple, onClick. Ça, c'est arrivé en 2011, le on.
Et on note aussi qu'ils avaient cette façon de fabriquer des sélecteurs. Donc effectivement, on pouvait leur donner du CSS et derrière, ça nous ressortait des objets JavaScript. Donc ça, c'était génial, mais c'était tellement simple qu'en fait, il y a énormément de gens. Je critique pas, hein, je l'ai fait aussi. Pour moi, jQuery, c'était JavaScript au début. J'étais perdu, quoi. Mais ça marchait super bien. Je savais même pas qu'est-ce qu'il y avait derrière. Franchement, c'était super cool. Pêche, jQuery, c'était bien beau. Mais je vais faire un petit tour par la modularité. Alors, dans ces années-là, dans les années 2005-2006, effectivement, quand on avait besoin d'un script, comme on voulait utiliser jQuery, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait jQuery, on foutait le fichier quelque part dans notre dossier, et puis on l'appelait en HTML et tout se passait très bien. Dans ce fichier jQuery, on avait ce type de fonction qui est une Immediately Invoked Function Expression, une IIFE. Donc c'est une fonction qui va s'exécuter elle-même et déclarer cette variable globale window.$ avec la fonction jQuery qui comportait toute notre toolbox. Qu'est-ce que ça a comme effet de bord? C'est qu'effectivement, demain, si Madame Michu décide de déclarer $ égale quelque chose d'autre sur la fenêtre, ben, on est emmerdé. Là est arrivé MooTools. Alors, qui connaît MooTools? Ça va, il y a quand même un peu de monde. Donc MooTools, ils sont allés un petit peu plus loin que jQuery, donc ils proposaient un peu la même chose finalement, mais c'était différent. Alors voilà, il y avait un petit peu le deux mondes, il y avait ceux qui préféraient utiliser MooTools, ceux qui préféraient utiliser JavaScript. Et dans les mêmes années, il y a eu Dojo. Alors Dojo, il a été très important, je pense, parce qu'effectivement, ils sont allés encore plus loin que jQuery et MooTools. Ils ont décidé de proposer des genres de widgets. Donc ils sortent une version en 2007 avec des widgets, des menus, des tooltips, enfin voilà, ce genre de choses. Sauf que le problème, c'est qu'effectivement, ils aimeraient bien que la personne qui s'en fout d'utiliser le widget des menus, elle puisse utiliser juste leur toolbox, quoi, avec effectivement des outils qui se rapprochaient de jQuery. Et c'est là qu'intervient James Burke en 2009. Donc c'était un contributeur à Dojo. Et lui, il s'est dit, ouais, bah, c'est vrai que c'est emmerdant ce système de modules et tout, c'est pas très pratique. On va essayer de faire quelque chose de bien. Du coup, il a créé Require.js. Require.js, c'est quoi? C'est une implémentation d'AMD. Je vais revenir là-dessus. À ce moment-là, il y avait un petit peu, il y avait un groupe qui s'est constitué qui s'appelait le CommonJS. Et au sein du CommonJS, ils ont décidé de travailler sur une façon de modulariser le JavaScript et donc de permettre de prendre des composants à droite à gauche et de les rassembler. Et pareil, de l'autre côté, il y avait des gens qui se sont dit oui, mais CommonJS c'est bien beau, nous on aimerait faire ça de façon asynchrone, et ils ont proposé l'AMD Asynchronous Module Definition. Donc à quoi ça ressemble tout ça? CommonJS, ça ressemble à ça. Donc effectivement, on avait une fonction require qui nous permettait de récupérer un module. Et d'un autre côté, on faisait des exports où on exportait des variables, des objets, tout ce qu'on voulait. Et de l'autre côté, Asynchronous Module Definition, ils sont allés un peu plus loin et ils ont dit oui, mais effectivement, si on veut récupérer notre jQuery, notre machin, notre truc et attendre qu'effectivement on ait tous ces modules, comment on fait? Donc James Burke, il a décidé de créer une implémentation comme ça de l'Asynchronous Module Definition, où il y avait une fonction define, on définissait quel module on voulait, et on les récupérait en argument de notre fonction. C'était bien, il y avait une petite configuration à rajouter, on avait donc ce base URL lib qui en fait indiquait où est-ce qu'on allait placer toutes nos dépendances, et effectivement à ce moment-là, on faisait toujours un clic droit télécharger le fichier JavaScript et on le foutait à l'arrache dans le dossier lib. Tout ça pour arriver justement sur la gestion de paquets. Alors, petit détour par effectivement Node.js, qui a été créé par Ryan Dahl. Donc lui, au début, tout ce qu'il voulait, c'était de faire un... en fait, c'était de porter, pas vraiment porter JavaScript, mais il avait envie d'avoir un serveur HTTP qui bénéficiait des input-output asynchrones. Donc lui, il a dev son petit truc de son côté. Juste parenthèse,
l'image derrière provient d'un de ses talks, 10 Things I Regret About Node.js, où il dit un petit peu, voilà, j'ai fait Node.js, et voilà ce que je regrette dans sa conception, très intéressant si vous voulez aller le voir. Et en 2012, Node.js, il a une API qui est assez propre, il y a du HTTP, HTTPS, ça fonctionne sur Windows, ça fonctionne sur Linux, ça fonctionne sous Mac, c'est génial, quoi. Enfin, vraiment, c'est très portable, c'est top. Bower, le premier gestionnaire, à ma connaissance, de paquets pour le web. Bower, c'était un petit truc qu'on installait, et ensuite il nous permettait effectivement de faire des Bower install jQuery, et magie, on avait jQuery qui était disponible. Ça commençait même à gérer les versions, etc. C'était quelque chose de poussé. Que Bower, il s'installait avec le Node.js Package Manager. Alors attention, il y en a qui pourraient dire oui, mais NPM c'est pas un acronyme. Effectivement, NPM c'est pas un acronyme. Vous pouvez dire ce que vous voulez. En attendant, moi je vais dire aujourd'hui que c'est le Node.js Package Manager. Donc celui-là, il a été mis en place par Isaac Schluter, qui voulait faire un gestionnaire de paquets un peu différent des autres, sans les problèmes des autres. Il s'est inspiré de PHP-Pire, de Cpan, Perl, etc. Et NPM, c'était génial, ça nous permettait effectivement d'installer Bower, quoi. Genre, vraiment top génial, on avait tout ce qu'il fallait, quoi. Là, magie, franchement, on était bouche bée. Et NPM, c'est ça aussi. C'est près d'1 million de paquets bientôt. Et j'arrive pas à lire le chiffre, mais ça, c'est le nombre de téléchargements par mois. Et c'était encore au milieu du mois. Sauf que NPM, c'est aussi ça. C'est NPM installe Levpad. Quelqu'un a entendu parler de Levpad? C'est le module qui a été... donc en fait, le mec qui était derrière, un jour, il était plus trop d'accord avec NPM. Il disait « Ouais, non, mais ils me font chier, je vais unpublish mon paquet. » Ouais, fait NPM unpublish Levpad. Sauf que le machin était installé par des millions de gens. Donc bah, ça a cassé énormément de prod. Et maintenant, on peut effectivement plus unpublish de paquets sur NPM. Donc gestionnaire de paquets donne mieux fait, mais pas si bien fait que ça. Et quand même, ça c'était le must, c'est qu'on pouvait faire npm install jQuery, quoi. On avait pu aller sur son navigateur, le site web jQuery, chercher où était le code source, le copier-coller dans un fichier, etc. On ne pouvait faire npm install jQuery. Et c'est là que pour moi intervient Substack, que je vous recommande fortement d'aller voir son profil, de regarder un peu tous ses travaux. Donc James Hallyday de son vrai nom. Donc James Hallyday, c'est un nanar complètement gaucho, qui donc là voilà, il fait des trucs comme ça. You have been visited by the rainbow sabotage of revolutionary unionism. Bref, il est assez fun. Et lui, ce qu'il a fait, c'est Browserify. Browserify, ça servait à quoi? C'était en fait, il s'est dit, ouais, mais il y a pas mal de modules qui sont dans le JS, dans le client, etc. Est-ce qu'on ne pouvait pas juste faire donc, utiliser du CommonJS, comme on a vu tout à l'heure, côté client, et récupérer aussi des modules de Node.js. Et du coup, Browserify, il servait effectivement à ça. Là, on a deux modules, on a jQuery et on a Pass. Pass, c'est un module de l'API Node.js. Et en fait, on pouvait prendre ça, le transformer avec Browserify, et récupérer effectivement un code qui marchait dans notre navigateur. Ça, par exemple, c'est une implémentation de CommonJS côté navigateur. Browserify, c'est aussi un outil de préprocessing. Préprocessing, c'est un gros mot ça. Du préprocessing, il y en a depuis des années. Il y en a avec les macros, il y en a avec les annotations en Java pour ceux qui en ont fait. Il y en a dans la plupart des librairies en C, il y a du préprocessing. Et en fait, le préprocessing, ça va aussi être de la transpilation. Oups, ouais, je me suis encore trompé, c'est pas grave. Juste pour revenir sur les préprocesseurs, un des premiers, je parle surtout pour le client, le monde HTML, CSS, JavaScript. Les premières grosses phases de préprocessing, ça a été en SAS et en LESS, qui étaient finalement des surcouches au langage CSS, où on pouvait effectivement, par exemple, mettre des variables
Donc là, j'ai un exemple en SCSS. Donc ça a eu deux déclinaisons, hein. Une avec des tabulations et l'autre sans. Enfin, qui était indentée par tabulation. Et du coup, là, on déclarait des variables dans notre SCSS. On lançait le préprocesseur SAS et ça nous sortait un tout beau CSS comme ça. Donc ça, c'est 2006 et LESS, c'est arrivé un peu plus tard, en 2009. Ah, ça, c'est un langage de préprocesseur scripté qui est interprété ou compilé en cascade style sheet. Ça, c'était juste pour vous embêter. Du coup, un préprocesseur, ça fait quoi? Ça peut faire de la minification, ça peut faire de la concaténation, ça peut faire de l'optimisation, par exemple quand on pense aux images. Ça peut faire du linting et de la transpilation. La transpilation, c'est quoi? CoffeeScript. Alors moi, je déteste CoffeeScript. Ceux qui ont fait un peu de Ruby, ils connaissent peut-être. CoffeeScript, c'est un des premiers qui a décidé de créer un langage qui en fait se transpilait en JavaScript. La transpilation, c'est pas tout à fait de la compilation. C'est-à-dire qu'on va prendre un langage et puis on va le transformer en un autre langage. Voilà, tout simplement. Par exemple, CoffeeScript, c'était un langage qui ensuite se transpilait en JavaScript. Un exemple, donc c'était indenté aussi. Là, vous avez une fonction de GCD qui va se transformer en un beau do while en JavaScript derrière. C'était très inspiré de Ruby et de Python. Après ça, ES6, ECMAScript 2015. Donc là, vous vous rappelez, j'ai parlé d'ECMAScript tout à l'heure. J'aime bien qu'on évite le terme de S en fait, parce que tout simplement, ça veut dire ECMAScript. Et le problème, c'est que ECMAScript 2015, c'est ES6. Donc en fait, on peut dire très bien ECMAScript 2015, 2016, 2017, 2018. Voilà, en fait, ce sont les versions qui sont sorties de JavaScript au fur et à mesure. La version, en fait, ECMAScript au début, donc il y a eu ECMAScript 3, qui est sorti un petit peu, qui a un petit peu posé les normes. Le 4 n'a jamais vu le jour. Ils n'ont jamais su se mettre d'accord sur voilà, les nouvelles features à implémenter dans le langage JavaScript. Et par contre, on a eu ECMAScript 5 et ensuite ECMAScript 6, 7, etc., qui sont finalement les évolutions du JavaScript. ECMAScript 6, il a aussi eu son petit outil de transpiler qui s'appelle Babel.js. Et j'ai oublié le nom de monsieur qui a fait le Babel.js, mais en tout cas, il a été recruté par Facebook tout de suite après, parce que c'était vraiment trop bien. Et ça permettait quoi? Ça permettait effectivement de transpiler du code ES 2015, enfin plus que 2015 du coup, en un langage compatible avec les versions anciennes de JavaScript, typiquement ES 2015 avant. Pour pas dire ES 5. Un exemple de Babel. Là, j'ai un tableau et je vais faire un puissance 2 sur ma variable x. On lançait Babel et on se retrouvait avec effectivement notre beau massbow. Donc effectivement, le x étoile étoile 2 n'existe pas dans les versions pré-2015. Il y a eu d'autres transpilers. Il y a eu TypeScript. TypeScript, il est arrivé bien plus tard. Et en fait, c'est aussi très inspiré de CoffeeScript. Je vais en présenter quelques autres très rapidement après. Et eux, ce qu'ils ont dit, ils se sont dit, oui, mais en JavaScript, on n'a pas de type. Comment on peut ne pas avoir de type dans un langage? C'est inadmissible. Et donc, ils ont créé TypeScript. TypeScript, ou TypeScript, je ne peux pas désigner. Finalement, c'est du JavaScript par-dessus lequel on a rajouté des types. Et derrière, il est transpilé en JavaScript. Un petit exemple. Donc, effectivement, c'est bien plus verbeux. Et on voit qu'on a créé une petite interface en haut. Donc, là encore, je n'ai pas mis de classe, j'ai fait exprès, parce que classe, c'est juste un sucre syntaxique qui permet de faire semblant d'avoir des classes. Et on voit bien qu'effectivement, on peut tout typer. Donc, voilà, j'ai parlé des principaux, TypeScript, CoffeeScript pour moi, dans l'histoire du JavaScript, ils ont eu une place très très importante. Mais on a eu LiveScript. Donc LiveScript, c'était aussi le nom de JavaScript tout au début. Mais voilà, c'était un dérivé de CoffeeScript. On a eu Dart, fait par Google aussi, qui n'a pas très très bien marché. Et il y en a eu d'autres. Il y a eu ELM par exemple, mais vous pouvez en trouver des tas d'autres sur Internet.
Maintenant, j'en arrive au task runner. Parce que c'était bien beau, mais en fait, quand on avait toutes ces phases de compilation, minification, concaténation, transpilation à faire, on avait tellement de trucs à faire, on s'en sortait plus, quoi. Du coup, il y a des mecs super smart qui se sont dit, ouais, on va faire des task runners. En fait, on avait des makefiles, hein, depuis les makefiles, ça existe depuis toujours, hein, mais il fallait refaire la roue parce qu'on est en JavaScript. Donc là, il y a Grunt qui est sorti, qui était un des premiers vraiment où effectivement on pouvait coder nos tâches, quoi. Donc c'était un petit peu une révolution. Un peu après ça, on a eu Gulp qui a réécrit Grunt, parce que c'est le JavaScript, hein, on aime bien. Et en fait, il a pas tout à fait réécrit Grunt, il a refait un Grunt, mais en fait avec des streams, donc du coup, on passait les données, on utilisait moins de mémoire. C'était quand même bien, hein, enfin, voilà. Maintenant, quand vous avez du Gulp dans un projet, vous pleurez parce que vous faites un npm install et puis rien ne marche. Et on a eu enfin Webpack. Alors Webpack, je ne vais pas le présenter vraiment comme un task runner, c'est plus un module bundler parce qu'en fait, ça va vous prendre tous vos modules et ça va tout faire tout seul. Non, ça c'est pas vrai, hein. C'est ce qu'on vous vend, mais bon courage. Je m'étale pas trop dessus parce qu'effectivement, c'est des outils d'aujourd'hui qu'on connaît très très bien. Dernière phase, les frameworks. jQuery, c'était un framework. MooTools, c'était un framework aussi. Dojo, forcément, c'en était un. On a eu Backbone.js aussi. Qui connaît Backbone.js? Backbone.js, c'est les mêmes personnes qui ont écrit _JS, que vous avez peut-être encore plus vu, qui est sorti lui en 2010. Et c'était un petit peu un modèle vue presenter, où en fait on poussait tous vraiment sur lui. On était vraiment orienté lui. Et derrière, Backbone.js utilisait _JS et jQuery. On a eu aussi Ember, qui était plus modèle view modèle. Et on a eu AngularJS. Petite devinette, AngularJS, dites-vous, c'est 2010 qu'il est sorti. Donc ça fait énormément longtemps qu'il existe. Et c'était un peu une librairie utilisée par les mecs de Google en interne. Ils se sont dit, ah là, on va l'open sourcer, etc. Pour moi, il a eu une place très importante dans le framework parce qu'il a un peu révolutionné la manière dont coder, à nous amener un petit peu vers les web components et tout ce genre de choses qui sont très d'actualité aujourd'hui. Et AngularJS a évolué maintenant et est devenu, pour moi, c'est Angular 2. Alors maintenant, quand je parle d'Angular 2, ils sont là, mais non, c'est Angular 8. Bah oui, bah écoutez, c'était comme ça au début, hein, ça s'appelait Angular 1, Angular 2. Maintenant, c'est juste Angular. Et Angular utilise du TypeScript, il utilise Webpack. Et voilà, il est très puissant en matière. Et forcément, de l'autre côté, vous avez React, que vous connaissez tous, qui lui est sorti en 2013 pour sa première version, donc 3 ans après AngularJS quand même. Et là, par contre, alors j'ai fait beaucoup d'Angular, maintenant j'ai tendance à plus aller vers React parce que je le trouve un peu plus simple. On se rapproche même de la programmation fonctionnelle avec les hooks maintenant, où on va essayer de moins faire de classes et de tous ces trucs qui ne devraient pas exister. Et avec React, par exemple, je peux utiliser mon Browserify que Substack a fait et ça marche, quoi. J'ai même pas envie d'essayer de mettre Angular avec Browserify, ça va être une horreur. Et forcément, React marche aussi très bien avec Webpack, vous l'utilisez très très souvent, je n'en doute pas. Des petites choses pour aller plus loin. Je vous conseille vivement de les noter. Je ne sais pas si vous les connaissez. CycleJS, qui est un framework conçu par André Staltz. André Staltz, donc ça c'est son pseudo, hein, c'est pas son vrai nom. Mais il a vraiment fait évoluer la communauté JavaScript parce qu'il a énormément travaillé sur comment en fait le code et l'UI devraient se combiner. C'est très très intéressant. On a aussi Choo.js, qui est fait par une petite communauté de gens qui veulent se rapprocher plus de la programmation fonctionnelle, où effectivement Choo.js, ça va être un framework orienté très débutant. Par exemple, si vous voulez apprendre à JavaScript à quelqu'un, apprenez-lui avec Choo.js, c'est simple en fait. RxJS, je l'ai mis ici, Reactive Programming, ça vient plus du monde de C. Effectivement, là aussi, André Staltz, dont j'ai parlé avec CycleJS, il a fait... C'est un de ceux qui a le plus créé de documentation sur Reactive, RxJS derrière, qui est maintenant utilisé dans React et dans Angular. Hein.
On a les modèles d'état avec Flux, Redux. Donc ça, c'est des mecs qui se sont dit « Ah ouais, c'est super compliqué de gérer des états, pourquoi on foutrait pas un reducer avec un switch ?» Et en fait, ouais. En fait, ça existe depuis toujours. Lerna, que vous connaissez peut-être pas, qui est un moyen de gérer des paquets avec des monorepositories. Donc vous faites un gros repository, vous balancez tous vos trucs dedans, et lui, il vous permet de gérer un peu plus facilement les sous aussi. C'en est tout pour aujourd'hui. C'est faux, le Node.js, j'ai oublié de le changer, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je n'ai pas de dernier slide, non. Ah bah ils sont pas affichés. Il me manque aussi WASM, que je vous conseille de regarder. WASM, c'est quoi? C'est du WebAssembly, notamment avec l'utilisation de Rust, où en fait on a les mondes qui se rejoignent un petit peu, et on arrive à prendre du Rust et à le compiler de façon à ce qui marche dans le navigateur. C'est très grossier ce que je dis, hein, mais c'est vraiment des avancées technologiques ultra importantes pour l'avenir de nos navigateurs, et notamment les service workers dont Kevin va vous parler un petit peu tout à l'heure. Voilà, moi je tiens à remercier les tilleuls qui m'ont permis de travailler un peu sur Stalk et qui m'ont permis de venir parler devant vous ici aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que ce soit des questions ou alors juste des trucs que j'ai dit que j'aurais pas dû dire qui sont complètement faux, n'hésitez vraiment pas à revenir sur moi, je suis pas... Voilà. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, pardon. Ok. Juste une question par rapport au JSX en fait. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'en faire encore, mais j'aimerais bien avoir ton retour sur ça si tu portes sur Angular. JSX. Sur React, pardon. Alors, JSX. En fait, oui, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Normalement, j'en parle. Donc, effectivement, avec React, on s'est remis à faire du HTML dans du PHP, en fait. Tu vois, c'était un peu ce concept-là. En fait, on trouvait ça débile à un moment, on a complètement arrêté de le faire. Et maintenant, on revient vers là, mais c'est un peu plus subtil, où effectivement, en fait, ça va être les balises, enfin, comment je peux dire ça? Les tags que tu définis en JSX, en fait, correspondent à du JavaScript derrière. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une div toute bête, on va avoir une div enrichie qu'on va appeler composant, par exemple. Et en fait, ce composant, il va pouvoir avoir toute une logique derrière. Donc, que ce soit tout simplement une logique quand tu appelles ton composant, tu dis « Ah bah tiens, il vient de s'afficher, je vais aller peut-être chercher des données » ou ce genre de choses. Et en fait, si je veux vraiment le dire en termes grossiers, c'est du HTML enrichi, en fait. C'est quand même pas très beau, visuellement. Je t'ai dit, c'est du HTML dans du PHP, t'en fais ce que tu veux. Hein. Je sais pas s'il y en a qui utilisent des fichiers de template pour mettre leur JSX dedans, ça m'étonnerait fortement. Mais en fait, après, il faut dire que normalement, tes composants, tu essaies de les faire toujours de façon, enfin, qu'ils soient simples, en fait. Il faudrait jamais qu'il y ait des composants de 150 lignes. Ça existe, hein, bien sûr, mais le principe ici, c'est vraiment d'essayer d'avoir des petits composants simples et en fait de les mettre ensemble pour faire quelque chose de gros. Par exemple, tu peux avoir des composants qui en fait ont comme base un autre composant, donc qui héritent aussi de leur fonctionnement, etc. Voilà. Ok, merci. Si. Une petite question, non? Merci Antoine.